Je n'aurais jamais imaginé que le pire jour de ma vie arriverait après avoir enterré mon mari. Le cabinet sentait le vieux cuir et la déception. J'étais assise dans le fauteuil raide, les mains jointes sur les genoux, portant encore la robe noire de l'enterrement de Lévi 3 jours plus tôt. En face de moi, mon fils Quinn s'agitait, mal à l'aise, tandis que sa femme, Maisie, examinait ses ongles manucurés avec un ennui théâtral. L'avocat, Maître Henderson, s'éclaircit la gorge et commença à lire le testament de Lévi de cette voix monocorde qu'ils semblaient tous maîtriser. À ma femme bien-aimée, Mildred, je lègue la propriété du ranch sur Willow Creek Road. Avant qu'il ait pu terminer, Maisie laissa échapper un soupir exagéré qui transperça la pièce comme un couteau. « Oh, bon sang, dit-elle en levant les yeux au ciel. Débarrasse-toi de ce vieux taudis et viens vivre avec nous. Tu pourras aider avec les enfants et te rendre utile, pour une fois. » Ma poitrine se serra. Quinn ne dit rien, fixant simplement ses mains. C'était mon fils, celui que je berçais chaque nuit pour l'endormir quand il faisait des cauchemars, celui pour qui j'avais fait des doubles journées après que son père ait licencié son emploi. Maintenant, il ne pouvait même plus me regarder. Monsieur Henderson poursuivit, la voix devenant plus basse. La résidence principale, les comptes de placement et le reste des actifs seront répartis entre. Quelque chose qui mérite d'être évoqué, interrompit Maisie en se redressant. Je les regardais discuter de ma vie comme si je n'étais même pas là, la maison où j'avais vécu 37 ans, où j'avais élevé Quinn, où j'avais soigné Lévi jusqu'à sa dernière maladie. Tout était partagé entre des inconnus, car c'est ce que Quinn était devenu pour moi, un inconnu portant le visage de mon fils. Une fois la lecture terminée, Maisie se leva et lissa sa jupe de créateur. « Eh bien, Mildred, dit-elle d'une voix faussement doucereuse, je suppose que c'est réglé. Sors de nos vies et va jouer à la fermière dans ce vieux ranch. Peut-être que l'isolement te donnera le temps de réfléchir à tous tes échecs maternels. » Ces mots m'ont frappé comme un coup dur. J'avais échoué en tant que mère. J'avais tout sacrifié pour Quinn, ma carrière, mes rêves, mon identité. J'avais travaillé la nuit au restaurant pendant qu'il dormait, j'avais économisé chaque centime pour ses études, j'avais célébré chaque petite victoire et pleuré chaque déception comme si c'était la mienne. Quinn a finalement levé les yeux, mais au lieu de me défendre, il a dit doucement, « C'est peut-être mieux ainsi, maman. Toi et Maisie ne vous êtes jamais vraiment entendus. » Comme s'il s'agissait d'un petit désaccord entre femmes plutôt que d'une campagne systématique visant à m'effacer de ma propre famille. Maisie avait empoisonné Quinn contre moi pendant des années, trouvant à redire à chaque cadeau que j'apportais, à chaque conseil que je donnais, à chaque once d'amour que je tentais de lui témoigner. « Je comprends », dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je pris mon sac et me redressai sur des jambes chancelantes. Je vais préparer mes affaires. Le sourire de Maisie était triomphant. N'oublie pas d'emporter toutes ces vieilles photos et ces bibelots. On redécore de toute façon aux vieilles photos et bibelots. 40 ans de souvenirs réduits en désordre à ses yeux. Je suis sorti de ce bureau avec le sentiment d'avoir perdu non seulement mon mari, mais toute mon identité, celle qui avait été la mère de Quinn, l'épouse de Lévi, la grand-mère qui espérait secrètement jouer un rôle plus important dans la vie de ses petits-enfants, effacée aussi efficacement que la poussière d'une étagère. Le trajet du retour fut un tourbillon de larmes et d'incrédulité. Quinn ne proposa pas son aide, ne vint même pas me saluer. Quand je quittai la maison, chargé de cartons, je vis Maisie qui m'observait par la fenêtre, l'air satisfait, comme si elle s'était enfin débarrassée d'un nuisible tenace. Le ranch se trouvait à 70 km de la ville, sur un chemin de terre qui n'avait pas été entretenu depuis des années. Tandis que je roulais chaoteusement dans ma vieille berline, je me demandais si c'était toujours ce que l'exil ressentait comme rouler vers le bout du monde tandis que tout ce qui était familier disparaissait dans le rétroviseur. Je n'étais allé au ranch que quelques fois au fil des ans. Lévi l'avait hérité de son grand-père, mais n'avait jamais semblé intéressé à en faire quoi que ce soit. Trop de travail, disait-il toujours quand je proposais de le réparer ou de le vendre. Trop de souvenirs. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par là. Alors que le soleil commençait à se coucher, en arrivant devant la ferme délabrée, je ressentais de plein fouet le poids de ma nouvelle réalité. Ce bâtiment délabré, avec sa peinture écaillée et sa véranda affaissée, était désormais mon foyer non par choix, mais par les cruelles mathématiques de la politique familiale, où l'amour pouvait être divisé comme une propriété et distribué aux plus offrants. La clé était là où Lévi l'avait toujours rangée, sous la planche mal fixée sur les marches du porche. À l'intérieur, la maison sentait le moisi et l'oubli. Des grains de poussière dansaient dans la lumière déclinante qui filtrait à travers les fenêtres sales.
Les meubles étaient recouverts de draps blancs tels des fantômes, et chaque pas résonnait dans le vide. Je m'assis lourdement dans ce qui avait été le salon et m'autorisai enfin à pleurer non pas les larmes silencieuses et dignes que j'avais versées à l'enterrement, mais des sanglots profonds et déchirants, nés d'une profonde perte. Je ne pleurais plus seulement Lévi. Je pleurais l'illusion que la famille représentait plus que le confort et l'héritage. À cet instant, entouré d'ombre et de silence, je me suis fait une promesse, je survivrai à tout cela. Je trouverai le moyen de reconstruire ma vie sur les cendres de ce que Maisie et Quinn m'avaient laissé. J'ignorais simplement que le moyen d'y parvenir m'attendait déjà, caché au plus profond de l'endroit où ils m'avaient exilé. Le téléphone dans mon sac a vibré une fois, un SMS d'un numéro inconnu. Probablement un mauvais numéro ou un spam. Je l'ai ignoré. Demain apporterait son lot de difficultés, mais ce soir, je pleurais la famille que j'avais perdue et la femme que j'étais. La première semaine au ranch m'a presque brisé. Chaque matin, je me réveillais en m'attendant à entendre la cafetière de Lévi gargouiller dans la cuisine où Quinn m'appelait pour se plaindre d'une crise dans sa vie de banlieue parfaite. Au lieu de cela, j'étais accueilli par un silence si total que j'avais l'impression que le monde avait oublié mon existence. Les seuls bruits étaient le craquement du vieux bois et le craquement occasionnel du moulin à vent devant la fenêtre de ma chambre. Je me suis lancé dans le ménage, d'une part parce que la maison en avait désespérément besoin, et d'autre part parce que rester occupé était le seul obstacle qui me séparait du désespoir total. Pièce après pièce, j'ai retiré les housses et nettoyé des années de négligence. C'était thérapeutique, d'une certaine manière, comme si je découvrais non seulement des meubles, mais aussi des fragments du passé de Lévi dont j'ignorais l'existence. Dans la chambre qui avait été la sienne enfant, j'ai découvert une collection de pointes de flèches soigneusement exposées dans une vitrine. J'ignorais que Lévi s'intéressait aux objets amérindiens. Dans ce qui devait être le bureau de son grand-père, des étagères étaient garnies de livres de géologie et d'échantillons de roches. Là encore, c'était une découverte pour moi. En 42 ans de mariage, Lévi n'avait jamais parlé de roches ou de minéraux, si ce n'est pour se plaindre de ceux de notre jardin. La cuisine m'a réservé ma plus grande surprise. Caché derrière une planche mal fixée dans le garde-manger, j'ai découvert une boîte en métal contenant de vieilles lettres attachées avec une ficelle. Mes mains tremblaient en dénouant le ruban. C'étaient des lettres d'amour, mais pas celles auxquelles je m'attendais. Ces lettres, écrites en espagnol et datées des années 1940, provenaient d'une certaine Elena. Au fond de la boîte se trouvaient les photos d'une belle jeune femme aux côtés d'un homme qui ressemblait étrangement au grand-père de Lévi. Assis à la table de la cuisine, j'observais les photos, essayant de reconstituer cette histoire cachée. Les lettres d'Elena parlaient de droit minier et d'arpentage, mêlées à des déclarations d'amour passionnées. Elle évoquait notre secret et les richesses du sous-sol d'une manière qui me faisait battre le cœur. Le grand-père de Lévi avait-il participé à une quelconque exploitation minière? Et pourquoi Lévi n'en avait-il jamais parlé? Ce soir-là, j'ai appelé la seule personne qui, à mon avis, pouvait avoir des réponses. S. Ruth Peton, qui vivait en ville depuis plus longtemps que quiconque et se souvenait de la famille de Lévi d'autrefois. Oh, ma chérie, dit Ruth quand je lui expliquai ce que j'avais trouvé. Je me demandais quand quelqu'un allait me poser des questions sur les concessions minières du vieux Samuel Morrison. Mon cœur s'est arrêté. Des concessions minières? Samuel? C'était le grand-père de Lévi. Il a toujours été convaincu qu'il y avait du cuivre sur cette propriété, peut-être aussi de l'argent. Il a passé des années à déposer des concessions et à faire des levées, mais la guerre est arrivée et il est parti se battre. ChatGPT a dit. À son retour, il a épousé cette Mexicaine, Elena, je crois qu'elle s'appelait ainsi, et cela a provoqué un véritable scandale à l'époque. Elena, la femme sur les photos. Que lui est-il arrivé, demandai-je. La voix de Ruth devint triste. Elle est morte en couches. Samuel ne s'en est jamais vraiment remis. Il a continué à travailler la terre, persuadé de faire fortune un jour, mais il est devenu ermite. À sa mort, il a tout légué au père de Lévi. À ce moment-là, tout le monde avait oublié l'exploitation minière. Après avoir raccroché, je restais assis dans l'obscurité grandissante, l'esprit en ébullition, concession minière, levée topographique, terrain susceptible de contenir des minéraux précieux. Pas étonnant que Lévi ait toujours semblé réticent à vendre le ranch, même quand nous avions besoin d'argent. Mais pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé? Pourquoi garder le secret? Au cours des jours suivants, j'ai fouillé la maison plus systématiquement. Dans le bureau du grand-père de Lévi, j'ai trouvé des plans d'arpentage datant des années 1940, marqués d'annotations incompréhensibles.
Il y avait également des dossiers de correspondance avec le Bureau of Land Management et des copies de demandes de droits miniers. Plus intriguant encore, un dossier intitulé « Rapport d'analyse » contenait des études géologiques suggérant la présence de gisements de cuivre sur l'ensemble de la propriété. Je commençais à réaliser que mon exil dans ce ranch, sans valeur, n'était peut-être pas la punition que Maisie avait prévue. Mais ce que j'ai trouvé dans le placard de la chambre a tout changé. Caché derrière un faux panneau arrière, enveloppé dans une toile cirée pour la protéger de l'humidité, se trouvait une enveloppe Kraft contenant des relevés mis à jour des années 1970. Il ne s'agissait pas de simples rapports d'exploration. Il s'agissait d'évaluations géologiques détaillées confirmant l'existence d'importants gisements minéraux sous le ranch. Mes mains tremblaient à la lecture de termes comme « extraction économiquement viable » et « réserves estimées ». Des notes manuscrites de Lévy figuraient dans les marges des calculs et des numéros de téléphone prouvant qu'il menait des recherches secrètes sur ce sujet depuis des années. Le document le plus choquant se trouvait au fond de la pile, une lettre d'une compagnie minière, datée de 6 mois seulement avant la mort de Lévy, proposant de louer les droits miniers pour un montant qui m'a fait pleurer. Lévy n'y avait jamais répondu. J'étais assis par terre dans ma chambre, entouré de papiers qui me donnaient une image d'une richesse inimaginable. Le ranch que Quinn et Maisie avaient qualifié de sans valeur utilisé pour m'exiler de la famille valait potentiellement des millions. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai traversé la maison, la voyant sous un nouveau jour. Le plancher qui grinçait, les fenêtres qui laissaient passer les courants d'air, l'isolement qui avait été ressenti comme une punition, tout cela était surmonté d'un trésor qui pouvait changer ma vie du tout au tout. Mais plus que l'argent, je sentais autre chose palpiter dans ma poitrine. Pour la première fois depuis la mort de Lévy, depuis la trahison de Quinn, depuis le cruel renvoi de Maisie, je me sentais puissante. Ils pensaient s'être débarrassés de moi, m'avoir envoyé là où je ne pouvais pas interférer avec leurs plans. Au lieu de cela, ils m'avaient confié les clés d'un royaume dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Je ne savais pas encore quoi faire de cette information, mais une chose était sûre, Mildred Morrison, la mère abandonnée, la veuve gênante, était sur le point de disparaître à jamais. À sa place, quelque chose de bien plus dangereux prenait forme, quelqu'un qui comprenait que parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à laisser les gens vivre avec les conséquences de leur cupidité et de leur aveuglement. La transformation avait commencé, et j'étais le seul à le savoir. Le sous-sol m'avait toujours intimidé. Chaque fois que je visitais le ranch au fil des ans, Lévy m'avait éloigné de cet étroit escalier de bois qui disparaissait dans l'obscurité sous la cuisine. Rien que des déchets et des araignées là-bas, disait-il toujours d'un geste dédaigneux de la main. Ça ne vaut pas la peine de s'en préoccuper. Mais après avoir trouvé les documents miniers à l'étage, je ne pouvais m'empêcher de penser que Lévy avait protégé bien plus que ma peur des toiles d'araignée. Alors, par un jeudi matin gris, armé d'une lourde lampe de poche et plus déterminé que de bon sens, je suis finalement descendu au sous-sol. L'escalier gémissait sous mon poids, et une odeur de moisi, de terre et de vieux bois, emplissait mes narines. Le faisceau de la lampe de poche révélait des murs de fondation en pierre qui semblaient bien plus anciens que la maison au-dessus ou des blocs massifs assemblés avec un savoir-faire qu'on ne voit plus aujourd'hui. Une fois ma vue habituée, je me suis rendu compte que le sous-sol était plus grand que prévu, dépassant largement la surface de la maison. Le long d'un mur se dressait un établi couvert d'outils inconnus, des pics, des marteaux, d'étranges instruments de mesure dignes d'un musée. Mais c'est le coin le plus éloigné qui me coupa le souffle. Là, partiellement dissimulé derrière des piles de caisses en bois, se trouvait ce qui ressemblait à l'entrée d'un tunnel. Mon cœur battait la chamade en m'en approchant. L'ouverture mesurait environ 1,20 m de haut, étayée par du bois qui semblait solide malgré son âge. Un courant d'air frais s'échappait de l'obscurité, porteur d'une odeur minérale qui me rappelait les échantillons géologiques que j'avais trouvés à l'étage. Je n'étais pas assez courageux pour m'aventurer seul dans ce tunnel, mais j'en voyais suffisamment pour savoir qu'il n'était pas naturel. Quelqu'un l'avait creusé délibérément, et à en juger par l'aspect professionnel des poutres de soutien, il savait ce qu'il faisait. Me retournant pour explorer le reste du sous-sol, j'examinais les caisses en bois plus attentivement. La plupart étaient vides, mais l'une d'elles, dans un coin, semblait différente, plus lourde. À l'intérieur, enveloppée de plusieurs couches de toile, je découvris des morceaux de roche qui n'avaient rien à voir avec une simple collection. Des veines vertes et bleues parcouraient la pierre grise du cuivre, peut-être ? Les pierres semblaient solides dans mes mains, et lorsque j'en grattai une avec une lime à ongles de mon sac, elle laissa une traînée métallique qui illumina le faisceau de la lampe torche. Mais le véritable trésor se trouvait dans la dernière caisse. Au fond, sous d'autres échantillons de roche, j'ai découvert un portefeuille en cuir ficelé.
À l'intérieur se trouvaient des documents qui faisaient ressembler les papiers du dessus à des brouillons, des études géologiques officielles réalisées 5 ans plus tôt par Morrison Geological Associates. Apparemment, Lévy avait commandé ses travaux sous le nom de son grand-père pour éviter l'attention locale. Les conclusions étaient limpides, la propriété contenait un important gisement de cuivre avec un excellent potentiel commercial. Les estimations de la qualité du minerai, des coûts d'extraction et des prévisions de revenus me faisaient trembler les mains à leur lecture. Un document m'a particulièrement marqué, une étude de faisabilité décrivant comment des techniques minières modernes pourraient extraire le cuivre avec un impact environnemental minimal. Les revenus projetés sur un bail de 20 ans étaient astronomiques, suffisants pour enrichir quelqu'un au-delà de ses espérances. Mais le document qui a tout changé datait de seulement 3 mois avant la mort de Lévy. Il s'agissait d'une offre officielle de la Southwestern Mining Corporation de louer les droits miniers moyennant un paiement initial de 2 millions de dollars, plus des redevances trimestrielles pouvant atteindre plusieurs millions de dollars sur la durée du bail. Lévy ne m'en avait même jamais parlé. Assis sur une caisse renversée, entouré de preuves de la vie secrète de mon mari, j'essayais de comprendre ce que cela signifiait. Pendant des années, pendant que je m'inquiétais de mon épargne retraitée de mes factures médicales, pendant que je regardais Quinn galérer avec son prêt immobilier et Maisie se plaindre de son désir d'une maison plus grande, nous étions assis sur une fortune. Mieux encore, Lévy était au courant. Il avait commandé des expertises, reçu des offres officielles et tout caché à tout le monde, y compris à moi. Pourquoi? Qu'avait-il prévu? J'ai trouvé une partie de la réponse dans le document final du portfolio, une note manuscrite de la plume familière de Lévy. Elle était datée de quelques semaines seulement avant son dernier séjour à l'hôpital. Mildred mérite mieux que ce que je lui ai donné. C'est sa chance de vivre la vie qu'elle a sacrifiée pour Quinn et moi. Ne laisse pas cette femme ruiner tout ce pour quoi nous avons travaillé. Cette femme, même dans ses notes privées, Lévy ne pouvait se résoudre à écrire le nom de Maisie, mais il voulait dire Claire. Il savait exactement quel genre de personne était sa belle-fille, et il avait protégé cette découverte. Le ranch que Quinn et Maisie avaient qualifié de sans valeur et utilisé pour m'exiler de la famille valait plus que tout le reste de la succession de Lévy réunie. Il m'avait en quelque sorte donné des millions de dollars tout en se félicitant de s'être débarrassé de moi. J'ai monté les escaliers du sous-sol, l'esprit en ébullition et le cœur battant. Dans la cuisine, j'ai étalé les documents sur la table et j'ai essayé de réfléchir clairement à la suite des événements. La meilleure solution aurait été de contacter immédiatement la Southwestern Mining Corporation, de confirmer la validité de son offre et d'entamer les démarches pour la location des droits miniers. Mais quelque chose m'en a retenu. Peut-être était-ce le souvenir du sourire suffisant de Maisie lorsqu'elle m'avait renvoyé de ma propre famille. Peut-être était-ce la façon dont Quinn était resté assis, silencieux, pendant que sa femme m'humiliait. Ou peut-être était-ce simplement la prise de conscience que, pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais toutes les cartes en main. J'ai repensé aux appels téléphoniques que j'avais ignorés toute la semaine. Quinn avait laissé plusieurs messages vocaux que j'avais supprimés sans les écouter. Maisie m'avait envoyé des SMS que j'avais bloqués. Ils s'attendaient probablement à ce que je revienne en rampant, implorant leur pardon et une place dans leur vie de banlieue idéale. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro indiqué sur le papier à en-tête de Southwestern Mining. Une voix féminine professionnelle a répondu à la deuxième sonnerie. Madame Morrison, nous espérions avoir de vos nouvelles. Est-ce que cela concerne la demande de renseignements sur les droits miniers de votre mari? J'ai pris une profonde inspiration, sentant la puissance circuler à travers moi comme de l'électricité. Oui, dis-je d'une voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. J'aimerais discuter de votre proposition. Merveilleux. Nous sommes toujours très intéressés par la propriété. D'ailleurs, compte tenu des conditions actuelles du marché, nous pourrions peut-être améliorer notre offre initiale. Pourrions-nous organiser une visite des lieux? Alors que je prenais rendez-vous pour la semaine suivante, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre de la cuisine. La femme qui me regardait n'était pas la veuve brisée et endeuillée, exilée de sa propre famille. C'était quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un avec des options, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui allait bouleverser les règles du jeu. J'ai passé le reste de la journée à me renseigner sur le droit minier et les accords de redevance en ligne. Le soir venu, j'ai compris exactement ce sur quoi je m'étais assis et ce que cela pouvait signifier pour mon avenir. Plus important encore, j'ai compris ce que Quinn et Maisie avaient abandonné dans leur désir de se débarrasser de moi. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis les funérailles de Lévy. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, mais pour la première fois depuis la lecture du testament,
j'avais l'impression d'avancer vers quelque chose au lieu de fuir tout ce que j'avais perdu. Le téléphone de ma chambre a vibré une fois, un autre message de Quinn, mais je n'ai même pas regardé. La crise qui le poussait à me contacter pouvait attendre. J'avais des choses plus importantes à faire maintenant. Devant ma fenêtre, le vieux moulin à vent craquait dans la brise nocturne, mais il ne semblait plus seul. On aurait dit une promesse. Les hommes de la Southwestern Mining Corporation arrivèrent mardi matin dans un pick-up blanc à l'allure sérieuse et luxueuse. J'avais passé le week-end à préparer cette réunion, à me renseigner sur les droits miniers et les baux miniers. J'étais aussi allé en ville m'acheter une nouvelle tenue opale et vêtements pratiques que je portais depuis des années pour m'occuper de Lévi, mais un tailleur élégant qui me donnait l'impression d'être quelqu'un de sérieux. Le chef d'équipe, un homme aguerri du nom de Frank Torres, possédait le calme et la compétence acquis grâce à des décennies d'expérience. Son assistante, une jeune femme nommée Sarah Chen, portait une tablette et plusieurs équipements que je ne reconnaissais pas. « Madame Morrison », dit Frank en me serrant la main avec un profond respect. « Je suis désolé pour votre perte. Votre mari a été un homme intelligent de conserver cette propriété. Nous avons passé la matinée à arpenter les limites du ranch. » Tandis que Frank expliquait ce qu'ils avaient découvert lors de leurs précédentes études, il a souligné des caractéristiques géologiques que je n'avais jamais remarquées, des formations rocheuses indiquant des gisements minéraux, des changements subtils dans la couleur du sol qui révélaient ce qui se trouvait en dessous. Le filon de cuivre traverse votre propriété en diagonale, m'a expliqué Sarah en me montrant une carte numérique sur sa tablette. C'est ce qu'on appelle un gisement à haute teneur, ce qui signifie que la concentration en métal est bien supérieure à la moyenne. Cela se traduit par des redevances nettement plus élevées. Lorsque nous avons atteint la zone au-dessus du tunnel du sous-sol, Frank s'est arrêté et a souri. Le grand-père de votre mari n'était pas un imbécile. Ce tunnel suit presque parfaitement le filon de cuivre. Il devait avoir un bon instinct en géologie. De quel genre d'argent parlons-nous, demandai-je, surpris par mon ton professionnel. Frank et Sarah échangèrent un regard. Madame Morrison, dit Frank prudemment, compte tenu des prix actuels du cuivre et de ce que nous savons du gisement, nous sommes prêts à vous offrir 4 millions de dollars d'avance pour un bail de 20 ans, plus des redevances trimestrielles qui devraient se situer en moyenne entre 300 000 et 500 000 dollars. J'ai réussi à garder une expression neutre, mais intérieurement, j'étais sous le choc. 4 millions de dollars d'avance, un demi-million tous les 3 mois. Rien que la première année, je gagnerais plus d'argent que Lévi et moi n'avions gagné pendant tout notre mariage. Je vais devoir revoir le contrat avec un avocat, dis-je, fier de la fermeté de ma voix. Bien sûr, répondit Frank. Prenez tout votre temps. Mais Madame Morrison, sachez que c'est une propriété exceptionnelle. Votre mari aurait pu conclure cette affaire il y a des années et vivre très confortablement. Je me demande pourquoi il a attendu. J'ai pensé à la note manuscrite de Lévi, à sa référence à me protéger de cette femme. Je pense qu'il attendait le bon moment, dis-je. Cet après-midi-là, après le départ de Frank et Sarah, j'étais assis dans la cuisine du ranch, les yeux rivés sur le contrat préliminaire qu'il m'avait remis. Les chiffres semblaient presque fictifs. Mais au-delà de l'argent, j'éprouvais autre chose, un sentiment de possibilité que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies. Pendant 42 ans, je me définissais par ce que je pouvais faire pour les autres. J'étais la mère de Quinn, l'épouse de Lévi, la grand-mère qui envoyait des cartes d'anniversaire et des cadeaux de Noël. Mes propres rêves avaient été mis de côté depuis si longtemps que j'en avais presque oublié la nature. Maintenant, tout à coup, j'avais le pouvoir de me définir comme je le voulais. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. L'afficheur affichait le numéro de Quinn. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai répondu. Maman. Sa voix était tendue, incertaine. J'ai essayé de te joindre. J'ai été occupé, dis-je simplement. Il y eut une pause. Écoute, maman. Mais y pense qu'on a peut-être été trop dur avec l'avocat. Elle voulait que j'appelle pour voir comment tu t'installais. Mais y voulait que ce soit lui qui appelle. Pas Quinn lui-même. Même maintenant, il ne pouvait pas avoir de conversation avec sa propre mère sans la permission de sa femme. Je m'installe très bien, dis-je. Bien. C'est bien. Nouveau silence. Le problème, maman, c'est qu'on a des problèmes de trésorerie avec la maison. Les impôts fonciers sont plus élevés que prévu, et Mézier veut rénover la cuisine. On se demandait si tu pouvais nous aider, juste temporairement. Et voilà. Ils avaient à peine fini de partager la succession de Lévi,
qu'ils avaient déjà besoin de plus d'argent. Je pensais aux contrats posés sur ma table de cuisine, aux millions de dollars auxquels j'allais bientôt avoir accès. Combien, demandai-je. Eh bien, les impôts s'élèvent à environ 12 000 $ et la rénovation de la cuisine à une trentaine de dollars. Donc peut-être 50 000 $ au total. Nous vous rembourserons dès que nous pourrons refinancer. 50 000 $. Il y a 6 mois, cela aurait été une somme impossible à atteindre. Aujourd'hui, c'était moins que ce que je gagnerais en redevance trimestrielle sur le bail minier. Quinn, dis-je lentement, es-tu heureux avec Maisie? La question l'a clairement pris au dépourvu. Quoi? Bien sûr que je suis content. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce qu'en 42 ans de mariage, ton père ne m'a jamais demandé de mentir pour lui. Il ne m'a jamais obligé à choisir entre lui et ma famille, et ne m'a jamais fait honte de mes origines. Le silence s'installa entre nous. Finalement, Quinn dit doucement. Maman, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis qu'un bon partenaire vous rend meilleur, pas moins bon. Il ne vous isole pas de ceux qui vous aiment. Maisie ne m'isole pas. Elle a juste des exigences élevées. Des exigences élevées. Comme si traiter sa mère avec la plus élémentaire des sens humaines était une attente déraisonnable. Quinn, tu te souviens quand tu avais 8 ans et que tu voulais construire cette cabane dans les arbres dans le jardin? Maman, qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Ton père disait que c'était trop dangereux, trop cher, trop de travail. Mais j'ai vu à quel point tu le voulais, alors j'ai fait des heures supplémentaires au restaurant et j'ai acheté le bois moi-même. On a passé 3 week-ends à le construire ensemble. Tu t'en souviens? Sa voix était plus douce maintenant. Ouais, je m'en souviens. J'aurais fait n'importe quoi pour toi, Quinn. J'ai tout fait pour toi, mais personne, y compris toi, ne me traitera comme un fardeau ou une honte. Maman, je n'ai jamais dit que tu étais une honte. Tu n'étais pas obligé de le dire. Tu t'es assis là et tu as laissé Maisie le dire pour toi. Encore un long silence. Quand Quinn reprit la parole, sa voix était faible, comme celle du petit garçon qui se glissait dans mon lit pendant les orages. Que veux-tu que je fasse, maman? C'est ma femme. Je veux que tu sois l'homme que je t'ai élevé pour être. Celui qui sait faire la différence entre l'amour et le contrôle. Après avoir raccroché, je me suis assis dans l'obscurité grandissante de la cuisine du ranch. Dehors, j'entendais le vent se lever, faire trembler les fenêtres et faire craquer la vieille maison. Mais pour la première fois depuis la mort de Lévi, ces bruits ne me faisaient pas me sentir seul. Ils me donnaient un sentiment d'ancrage. J'ai repris le contrat minier et les relus, en me concentrant cette fois sur le calendrier. Si je signais dans les 2 semaines, le paiement initial serait effectué sous 30 jours. D'ici la fin du mois suivant, je serais financièrement indépendant comme je ne l'aurais jamais imaginé. La question était, que voulais-je faire de cette indépendance? Alors que je me préparais à aller me coucher, je me suis aperçu dans le miroir de la salle de bain. La femme qui me regardait était différente de celle qui avait quitté le cabinet de l'avocat en larmes 3 semaines plus tôt. Cette femme avait des options. Cette femme avait du pouvoir. Elle commençait tout juste à comprendre de quoi elle était capable. Mon téléphone a vibré avec un SMS provenant d'un numéro inconnu, probablement du spam, mais quelque chose m'a fait le regarder quand même. Madame Morrison, je suis Janet du cabinet du docteur Phillips. Les dernières factures médicales de votre mari sont en retard. Veuillez nous appeler pour convenir des modalités de paiement. J'ai regardé le message un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Demain, j'appellerai le cabinet du docteur Phillips et réglerai intégralement les frais médicaux de Lévi. Non pas par obligation, mais par choix. La différence entre ces deux choses devenait de plus en plus claire pour moi chaque jour. Et demain, je commencerai à faire des choix en fonction de mes envies, et non de ce que les autres attendaient de moi. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'allais découvrir ce que cela signifiait. Le contrat a été signé un jeudi. J'étais allé en ville pour rencontrer une avocate que j'avais trouvée par l'intermédiaire du barreau de l'État ou une femme brillante, Patricia Wells, spécialisée en droit minier. Elle avait examiné chaque ligne du contrat avec Southwestern Mining avec un souci du détail qui m'a fait plaisir d'avoir attendu. C'est une excellente affaire, Madame Morrison, avait déclaré Patricia en faisant glisser les documents finaux sur son bureau en acajou. En 30 ans de pratique, j'ai rarement vu des conditions aussi avantageuses pour un propriétaire. Lorsque j'ai signé au bas de la dernière page, j'ai senti quelque chose bouger en moi, comme des goupilles qui se mettent en place dans une serrure bloquée depuis des décennies.
La femme qui avait été écartée de l'avenir de sa propre famille valait désormais plus que tous réunis. Le premier versement arriverait dans les 2 semaines, 4 millions de dollars déposés directement sur un compte que j'avais ouvert spécialement à cet effet. J'avais également fait en sorte que les redevances trimestrielles soient versées sur un compte d'investissement séparé. Patricia m'avait recommandé un conseiller financier spécialisé dans les fortunes soudaines. Apparemment, je n'étais pas le premier à faire fortune grâce à un héritage inattendu. Mais l'argent, aussi bouleversant fût-il, n'était pas ce qui me comblait de satisfaction en rentrant au ranch. C'était la conscience que Quinn et Maisie avaient orchestré leur propre chute par pure cupidité et cruauté. Cette satisfaction s'est renforcée en rentrant chez moi et en trouvant 17 appels manqués sur mon téléphone. Les premiers messages vocaux provenaient de Quinn, sa voix de plus en plus désespérée. « Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. Il s'est passé quelque chose à la maison. Il faut vraiment qu'on se parle. » Puis la voix de Maisie est arrivée, toute trace de sa condescendance habituelle ayant laissé place à la panique. « Mildred, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu dois nous appeler immédiatement. C'est une question de famille. » J'étais de nouveau en famille. Je me suis servi un verre de vin et me suis installé dans la cuisine avant de rappeler Quinn. Il a répondu avant la fin de la première sonnerie. « Maman, Dieu merci. Où étais-tu ? » « Je m'occupais de mes affaires, dis-je calmement. »« Quel est le problème ? » ?»« Le problème ? » Sa voix se brisa. « Maman, on a reçu un avis du comté. Ils disent que papa n'a jamais transféré correctement les droits miniers sur la maison lorsqu'il l'a achetée à la succession de son grand-père. Ils disent que ces droits pourraient encore appartenir au ranch. » J'ai pris une longue gorgée de vin, savourant l'instant. « Vraiment ? Maman, c'est grave. S'ils ont raison, cela pourrait affecter la valeur de notre propriété. La banque pose des questions sur notre prêt. On pourrait devoir le refinancer à un taux beaucoup plus élevé. Bien sûr. La maison que Quinn et Maisie avaient tant voulu revendiquer était construite sur une petite partie du ranch d'origine. Lorsque le grand-père de Lévi a divisé le terrain dans les années 1960, vendant le terrain où se trouvait aujourd'hui la maison principale, les droits miniers étaient restés la propriété du ranch. C'était une pratique courante à l'époque, et parfaitement légale. J'ai découvert ce détail en consultant les relevés géologiques de la compagnie minière. Ils avaient effectué des recherches très approfondies sur les limites de la propriété et la propriété des droits miniers. L'ironie était saisissante, Quinn et Maisie possédaient la maison, mais je possédais tout ce qui se trouvait en dessous. « Avez-vous parlé à un avocat ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. « C'est ce qu'on essaie de faire. Mais les avocats coûtent cher, maman. Vraiment cher. Et avec les problèmes de refinancement. Combien ça coûte ? La consultation initiale à elle seule a coûté 5 000 $. Une étude complète des droits de propriété pourrait coûter 30 ou 40 000 $. Nous n'avons pas d'argent pour le moment. » Je laissai le silence s'éterniser, écoutant la respiration anxieuse de Quinn. Finalement, je dis, « Eh bien, c'est un problème, maman. S'il te plaît. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous ces derniers temps, mais nous sommes une famille. Il faut rester soudés. Famille. » Ce mot revenait. C'était incroyable à quelle vitesse il réapparaissait dans leur vocabulaire quand ils avaient besoin de quelque chose. « Quinn, tu te souviens de ce que Maisie m'a dit au cabinet de l'avocat ? » ?»« Maman. Elle m'a dit de sortir de vos vies et d'aller jouer au fermier. Elle a dit que j'avais échoué en tant que mère. Elle a dit que l'isolement me donnerait peut-être le temps de réfléchir à mes échecs. Elle ne le pensait pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Quinn ? » Une autre pause. « Maman, qu'est-ce que tu veux ? Des excuses ? D'accord. Je suis désolé. Maisie aussi. On a tous mal géré la mort de papa. Des excuses, comme si 40 années de sacrifice et d'amour inconditionnel pouvaient être contrebalancées par un regret réticent exprimé sous la contrainte financière. Quinn, je veux que tu écoutes très attentivement ce que je vais te dire, d'accord ? J'ai signé un bail minier pour le ranch. Un bail minier très lucratif. Silence, puis d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, quel genre de bail minier ? Le genre qui va me rapporter plus d'argent l'année prochaine que ce que ton père et moi avons gagné pendant tout notre mariage. Le silence s'éternisa si longtemps que je crus que l'appel avait été coupé. Finalement, Quinn retrouva sa voix, combien d'argent, maman ? Assez pour que je n'ai plus jamais à me soucier des frais d'avocat, du refinancement ou des taxes foncières.
Jésus-Christ. Sa voix était creuse. Depuis combien de temps es-tu au courant? Je l'ai découvert après avoir emménagé au ranch, après que toi et Maisie ayez clairement fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu dans votre nouvelle vie. Maman, nous n'avons jamais dit que tu n'étais pas la bienvenue. Tu n'avais pas besoin de le dire, Queen. Les actes sont plus éloquents que les mots, et tes actes m'ont tout dit sur ma position par rapport à tes priorités. J'entendais la voix de Maisie en arrière-plan stridente et exigeante. Queen couvrait le téléphone, mais je distinguais encore des bribes de sa phrase, des millions. Combien? Quel? Quand Queen reprit la parole, sa voix avait changé. C'était le ton qu'il utilisait lorsqu'il désirait quelque chose étant enfant, un ton enjôleur, manipulateur, destiné à réveiller mon instinct maternel. Maman, je sais qu'on a fait des erreurs, mais on est une famille. Quoi qu'il arrive avec cette histoire d'exploitation minière, on devrait y faire face ensemble. On pourrait peut-être trouver une solution qui profite à tout le monde. C'est avantageux pour tout le monde, ai-je répété. Traduction, donnez-nous de l'argent. Quel genre d'arrangement aviez-vous en tête? Eh bien, si l'affaire des droits miniers affecte notre propriété, nous pourrions peut-être fusionner les propriétés et exploiter nos ressources. Nous pourrions tous vivre confortablement. Tous vivre confortablement, après avoir tant travaillé pour m'expulser de leur vie confortable. Où vivrais-je dans cet arrangement, ai-je demandé. Chez nous, bien sûr. On pourrait te construire un bel appartement au-dessus du garage. Tu aurais ton intimité, mais tu serais proche de tes petits-enfants. Un appartement au-dessus du garage, alors que je venais de gagner des millions de dollars. Queen, dis-je d'une voix d'un calme absolu, laisse-moi m'assurer que j'ai bien compris. Il y a 3 semaines, ta femme m'a dit de quitter vos vies et de croupir en isolement dans un ranch sans intérêt. Maintenant que tu as découvert que ce ranch vaut une fortune, tu veux me libérer et me permettre gracieusement d'habiter au-dessus de ton garage. Est-ce bien ça? Maman, quand tu le dis comme ça sonne exactement comme ça. Tu veux mon argent, mais tu ne me veux toujours pas. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dites-moi, Queen, dans ce merveilleux arrangement que vous proposez, qui contrôlerait le bail minier? Qui prendrait les décisions financières? Qui déciderait de l'utilisation de l'argent? Silence. Je le pensais. Mon téléphone a vibré, un autre appel est arrivé, Maisie appelait de son propre téléphone. Je l'ai ignoré. Maman, s'il te plaît, ne fais rien de trop vite. Asseyons-nous et discutons en comme des adultes. Je suis adulte, Queen. Pour la première fois en 40 ans, je prends des décisions en fonction de ce qui est bon pour moi, et non de ce qui arrange les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai assez d'être ton filet de sécurité. J'en ai assez d'être la personne que tu appelles quand tu as besoin d'argent, de babysitting gratuit ou de quelqu'un sur qui on peut se fier pour tes problèmes. J'en ai assez d'être remplaçable. Tu n'es pas remplaçable, maman. C'est juste que, tu n'as pas les idées claires. Le deuil peut pousser les gens à faire des choses irrationnelles. Irrationnelles. J'étais irrationnel de refuser de les sortir d'une crise qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Queen, dis-je, la prochaine fois que tu me parleras, je veux que ce soit parce que tu désires vraiment une relation avec moi, et non parce que tu attends quelque chose de moi. En attendant, je te suggère de trouver comment résoudre tes problèmes par toi-même. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Quelques secondes plus tard, mon téléphone vibrait à nouveau, Queen, puis Maisie, puis Queen à nouveau. Je l'ai éteint et mis de côté. Dehors, le soleil se couchait sur le ranch, teintant le ciel de nuances d'or et de pourpre. Demain, des représentants de la compagnie minière arriveraient pour commencer les travaux préliminaires d'arpentage. Bientôt, cette paisible propriété grouillerait d'activité tandis qu'ils s'apprêtaient à extraire la richesse qui sommeillait sous terre depuis des millions d'années. Mais ce soir, il n'y avait que moi et le silence et la certitude que tout avait changé. Je n'étais plus la femme exilée de sa propre famille. Je n'étais plus la source commode de fonds d'urgence, de main-d'œuvre gratuite ou d'excuses culpabilisantes. J'étais Mildred Morrison, et je valais exactement ce que je disais valoir, ni plus ni moins. Mon téléphone, même éteint, semblait vibrer sous le poids de tous ces appels manqués, 62 tentatives de me joindre en une seule journée, non pas parce qu'ils avaient soudain réalisé qu'ils m'aimaient, mais parce qu'ils avaient enfin compris ce qu'ils avaient gâché. L'ironie était presque invraisemblable. 6 mois plus tard, j'étais assis sur le porche de mon ranch rénové, regardant le lever du soleil peindre les montagnes en violet et or, lorsque le rapport trimestriel de la compagnie minière est arrivé.
L'enveloppe me semblait imposante entre les mains, épaisse de documents officiels et d'états financiers. À l'intérieur, outre les habituelles mises à jour techniques sur l'avancement de l'extraction et les cours du marché, se trouvait un chèque qui me coupait encore le souffle, même si j'en avais reçu 437 000 $, ma part des ventes de cuivre du trimestre précédent. J'ai mis l'addition de côté et pris mon café, savourant ce rituel devenu précieux pour moi. Chaque matin, je m'asseyais sur cette véranda et regardais le monde s'éveiller autour de moi. Certains jours, j'apercevais des cerfs brouter au loin. D'autres jours, je regardais les équipes minières arriver pour leur quart, respectueuses et efficaces dans leur travail à l'autre bout de la propriété. Le téléphone à côté de moi a sonné une fois, puis s'est arrêté. Quelqu'un a laissé un message. Je ne me suis plus précipité pour le consulter. Ces derniers temps, la plupart de mes appels provenaient de personnes à qui je voulais vraiment parler, Patricia Wells, mon avocate, qui me tenait au courant des affaires juridiques, Frank Torres, de la compagnie minière, qui me fournissait des mises à jour opérationnelles, le docteur Sarah Chen, qui était devenu une sorte d'ami et de contact professionnel, et, parfois bien que moins fréquemment maintenant Ode Quinn. Le caractère de ces appels avait changé au cours des 6 derniers mois. Les supplications désespérées avaient peu à peu laissé place à des tentatives maladroites de conversation normale. La semaine précédente, il m'avait appelé pour m'annoncer que sa plus jeune fille avait perdu sa première dent. La semaine précédente, il m'avait demandé ma recette de rôti braisé. Des gestes simples, mais différents de ses communications précédentes, moins calculés, plus sincères. J'avais commencé à répondre à environ la moitié de ses appels. Maisie, quant à elle, avait complètement cessé de m'appeler après une conversation particulièrement désagréable en février, où elle m'avait accusé de manipuler la situation et de monter Quinn contre sa propre famille. Je l'avais écouté fulminer pendant environ 2 minutes avant de lui dire calmement que je n'avais ni le temps ni l'envie de manipuler qui que ce soit, et que si Quinn reconsidérait ses priorités, elle ferait peut-être mieux d'examiner son propre comportement au lieu de me blâmer. Elle m'avait raccroché au nez. C'était notre dernière conversation. D'après ce que Quinn m'avait confié lors de nos conversations attentives, leur mariage était en difficulté. Le stress financier lié à la question des droits miniers avait révélé des failles qui étaient probablement présentes depuis toujours. Quinn avait été contraint de contracter un deuxième prêt hypothécaire à un taux d'intérêt prohibitif. Les grands projets de rénovation de Maisie avaient été mis en suspens sine-die. Le plus révélateur était que Quinn avait commencé à assister seul aux séances de thérapie familiale depuis que Maisie refusait d'y participer. J'apprends à fixer des limites, m'avait-il dit lors de notre dernière conversation, la différence entre soutenir quelqu'un et lui permettre de faire ce qu'il veut. Je n'avais rien dit, mais l'ironie ne m'avait pas échappé. Quinn apprenait les leçons que j'avais essayé de lui enseigner pendant des années, mais seulement après avoir vu son propre monde s'effondrer sous le poids des exigences de sa femme. L'exploitation minière elle-même avait dépassé toutes les attentes. Le gisement de cuivre était non seulement plus important que prévu initialement, mais la qualité du minerai était exceptionnelle. Frank avait mentionné que d'autres sociétés minières manifestaient leur intérêt pour des propriétés adjacentes, attirées par le succès de notre exploitation. Vous êtes assis sur l'une des plus riches découvertes de cuivre de la région, m'avait-il dit le mois dernier. Le grand-père de votre mari avait un bon instinct. J'avais utilisé une partie de l'argent pour rénover entièrement le ranch, en préservant avec goût son caractère tout en y ajoutant des commodités modernes, panneaux solaires sur le toit, nouvelle cuisine équipée d'appareils électroménagers performants, chauffage et climatisation centraux, Internet au débit qui me permettait de gérer mes investissements et de rester connecté au monde. Mais plus que les améliorations matérielles, j'avais investi dans des expériences. J'avais suivi un cours de photographie et découvert que j'avais un don pour capturer la beauté du paysage qui m'entourait. Je m'étais rendu à Santa Fe et avais passé une semaine à découvrir la culture amérindienne qui avait façonné l'histoire de cette région. J'avais même suivi un cours de géologie au collège communautaire, désireux de comprendre la science derrière la richesse provenant de ma terre. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais pour moi-même. Le voyant de la messagerie clignotait sur mon téléphone. Je l'ai décroché et j'ai écouté le message. « Salut, maman. » La voix de Quinn était plus douce qu'avant, moins exigeante. Je voulais te dire qu'Emma a été sélectionnée au tableau d'honneur ce semestre et que l'équipe de foot de Tommy a atteint la finale régionale. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Un silence. Puis, je voulais aussi te dire que j'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos de l'homme que tu m'as appris à être. J'essaie, maman. C'est plus dur que je ne le pensais, mais j'essaie. Un autre silence, plus long cette fois. Je t'aime, maman.
Je sais que je ne l'ai pas assez dit ces derniers temps, mais c'est vrai, et je suis désolé pour tout. Le message s'est terminé par un léger clic. Assis, le téléphone sur les genoux, j'observais un faucon tournoyer au-dessus de la mesa. Les excuses de Quinn n'étaient pas la demande d'argent désespérée qui caractérisait ses premiers appels. Elle semblait sincère, gagnée après des mois d'introspection difficile plutôt que motivée par un besoin financier immédiat. J'ai consulté mes contacts et je les rappelai. « Maman, dit-il d'un ton surpris et plein d'espoir. J'ai bien reçu ton message, dis-je. Parle-moi du tableau d'honneur d'Emma. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, nous avons parlé de ses enfants, de leurs réussites, de leurs difficultés et de leurs rêves. Quinn m'a parlé des talents de footballeur de Tommy et de la passion d'Emma pour les sciences. Il a mentionné presque nonchalamment que les deux enfants avaient posé des questions sur leur grand-mère et se demandaient quand ils me reverraient. Tu leur manques, dit-il simplement. On le fait tous. Il me manque aussi, ai-je admis. Tu aimerais les amener nous rendre visite un de ces jours? Le ranch est plutôt confortable maintenant. Vraiment, tu voudrais ça? Quinn, je n'ai jamais cessé de vouloir faire partie de leur vie. Je n'étais simplement plus prête à accepter d'être traitée comme une personne jetable. Je comprends, dit-il. Et j'ai bien compris qu'il était sincère. Maisie et moi, on est séparés. Depuis environ un mois. Je n'étais pas surpris, mais je me suis gardé de paraître satisfait. Je suis désolé d'apprendre ça. Je ne regrette pas que tu fasses enfin passer tes propres besoins et ceux de tes enfants en premier, ai-je dit. Elle a dit que je devrais choisir entre elle et toi. Et je lui ai dit que quiconque me forcerait à choisir entre les personnes que j'aime ne comprendrait pas ce que signifie l'amour. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, un nœud de tension que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié sa présence. Je suis fier de toi, ai-je dit, sincèrement. Puis-je te demander quelque chose, maman? Bien sûr. Quand vous avez découvert l'affaire de l'exploitation minière, et combien d'argent cela valait, avez-vous jamais pensé à le partager avec nous, même après tout ce qui s'est passé? J'ai réfléchi attentivement à la question. Voulez-vous une réponse honnête? Oui. Pendant environ 5 minutes, j'ai pensé à utiliser l'argent pour résoudre les problèmes de tout le monde, rembourser votre prêt immobilier, constituer un fonds pour les études supérieures des enfants, rendre tout à nouveau simple et facile. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai réalisé que résoudre ces problèmes ne servirait à rien. Cela ne ferait que perpétuer les mêmes erreurs. Parfois, il faut assumer les conséquences de ces erreurs avant d'apprendre à faire de meilleurs choix. Le silence s'installa entre nous. Mais il n'était pas inconfortable. C'était le silence de la compréhension. J'apprends ça maintenant, dit finalement Quinn. À la dure, mais j'apprends. Bien, ai-je dit. C'est généralement comme ça que naissent les meilleures leçons. Nous avons discuté encore quelques minutes de choses pratiques, quand il pourrait rendre visite aux enfants, s'il avait besoin d'aide pour trouver un thérapeute familial spécialisé dans la médiation en cas de divorce, comment il se débrouillait en tant que père célibataire. Après avoir raccroché, je me suis assis sur ma véranda et j'ai regardé le soleil monter dans le ciel sans nuages. Le ronronnement des machines minières au loin, rappel constant de la richesse qui coulait de la terre sous mes pieds. Mais le véritable trésor ne résidait pas dans les chèques trimestriels, ni dans la maison rénovée, ni dans la sécurité financière que je n'aurais jamais imaginée. Le véritable trésor résidait dans la reconquête de ma propre valeur ou dans l'apprentissage qu'aimer sans respect n'était que manipulation, dans la découverte que parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un est la possibilité d'assumer ses propres conséquences et d'en tirer des leçons. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS. Il s'agissait de Sarah Chen, mon amie à la compagnie minière, qui m'envoyait des photos d'une conférence où elle avait présenté notre site comme une étude de cas d'extraction de cuivre à petite échelle réussie. Votre propriété est désormais célèbre dans le milieu de la géologie. La femme qui a trouvé de l'or à 69 ans. J'ai souri et j'ai répondu, du cuivre, pas de l'or, mais presque. Alors que je m'apprêtais à entrer et à commencer ma journée, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre. La femme qui me regardait avait encore 69 ans, était toujours veuve, et apprenait encore à naviguer dans un monde qui rejetait souvent les personnes comme elle. Mais c'était aussi une femme qui avait découvert qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre son pouvoir, qu'il n'est jamais trop tard pour poser des limites qui protègent sa dignité, qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre que sa valeur ne se mesure pas à son utilité pour les autres, mais à sa fidélité à soi-même. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Franck Torres qui m'annonçait les prévisions du prochain trimestre.
En l'écoutant expliquer les dernières tendances du marché et les taux d'extraction, je me suis mise à penser à Lévi, à son grand-père et à toutes les générations de femmes Morrison qui avaient fait des sacrifices et des compromis, se contentant de moins que ce qu'elles méritaient. Ce cycle s'est terminé avec moi. Je n'étais plus un plan de secours pratique, un fonds de secours ou un réservoir de culpabilité et de déception. J'étais Mildred Morrison, propriétaire de l'une des mines de cuivre les plus productives de l'État, grand-mère d'enfants qui grandirait en sachant que l'amour est synonyme de respect, et une femme qui avait enfin compris la différence entre être utile et être valorisée. La transformation était complète et s'était déroulée exactement comme elle aurait dû se dérouler, discrètement, avec dignité et entièrement selon mes propres conditions. Maintenant, je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de mon histoire. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. En attendant, je vous laisse découvrir 2 autres histoires qui sont parmi les préférées de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir suivi jusqu'ici.